Bienvenue à tous sur Business Café. Nous sommes ravis d'être avec Christelle Kedi. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous êtes auteure d'essais sur la thérapie africaine, consultante en direction artistique dans le secteur de la mode et de la beauté afrodescendante. Aussi, vous êtes entrepreneur depuis 2007. Vous révélez, d'après ce que j'ai cru entendre, vous révélez un rattachement viscéral à la culture africaine pour quelqu'un que moi je définirais comme une afro-péenne. Pourquoi ? Alors merci de m'avoir invité bien gentiment à pouvoir parler de mes écrits. C'est nous qui vous remercions. Donc effectivement, j'ai focalisé, j'ai choisi d'orienter mes travaux donc autour de la femme africaine. Oui. Par principe d'intersubjectivité, c'est-à-dire je suis une femme africaine, donc oui. C'est un sujet beaucoup plus naturel pour moi. D'accord. Donc j'ai commencé comme maquilleuse, comme styliste de photographie, et puis désormais je m'oriente davantage vers la formation d'adultes, autour du bien-être, toujours de la beauté, et puis toujours de la mode. Donc effectivement, moi je ne me considère pas comme une afropéenne, puisqu'être afropéen, dans le monde anglophone, ça signifie être métisse, ce qui n'est pas mon cas. Par contre, effectivement, je suis un manguier qui a grandi au milieu des châtaigniers. Donc je reste un manguier, donc je suis une africaine. Dans votre essai Black Therapy, paru aux éditions Animboué, qu'on salue, Monsieur Assemian. Donc qu'est-ce que vous souhaitez traduire par le frémissement économique du naturel noir? Pour vous, c'est quoi? Le frémissement, alors c'est justement cette espèce d'ébullition. Alors tout le monde maintenant veut créer sa marque, oui. Tout le monde veut oui. investir soi-disant sur le marché africain en proposant une mauvaise copie du modèle occidental, notamment pour la distribution et la production des cosmétiques. En Occident, vous avez 4 saisons. Donc vous avez des moments où il fait froid, et dans certains pays, comme je pense à la Russie ou à la Scandinavie, il fait plus froid que chaud. Donc ils ont besoin d'avoir des cosmétiques qui puissent être conservés. Qui sont adaptés au climat. Copier stricto sensu ce modèle de création de cosmétiques pour aller le sampler dans un continent où 70% de la population est rurale, vous avez des problèmes en matière de distribution des eaux, donc où le sanitaire et l'hygiène sont négligés par les autorités, disons-le clairement, où la moyenne d'âge est de 19 ans, donc vous avez affaire à un continent d'enfants, donc il y a tout un travail d'éducation à faire, pour ne pas dire de rééducation. Je trouve que c'est complètement insensé de faire du copier-coller. Il faut trouver sa propre identité cosmétique, là, se la réapproprier, parce que moi, ça me choque que des gens vous disent, on parlait tout à l'heure d'identité, je suis en Afrique, je vis en Afrique, je connais l'Afrique, mais ils ne savent pas s'occuper de leur peau ou de leurs cheveux. Moi, ça me dérange. Ils ne connaissent même pas les termes pour désigner certaines parties de leur corps. Moi, ça me gêne énormément. C'est pour ça que je parle de rééducation. Il faut retourner dans sa culture. Déjà, maîtriser les codes de sa culture, demander à ses grands-mères. Si notre grand-mère ne sait pas, chercher. On constate que vous partagez les secrets du maquillage des ancêtres africains au monde. Qu'en est-il aujourd'hui du secteur de la beauté où le type africain a longtemps été mis en marge dans les recherches et innovations? Alors effectivement, ça a été mis en marge par qui et pourquoi? Parce que le monde occidental, en termes de population, représente 10% de la population mondiale. Si on prend les États-Unis et l'Europe, c'est 700 millions d'habitants sur 7 milliards. Donc c'est nous-mêmes, Africains, qui nous sommes marginalisés. Rien ne nous empêche de nous mettre en avant nous-mêmes sur nos propres médias. Il y a 40 ans, nous avions très peu de médias. Aujourd'hui, nous en avons des libres partout. Oui, mais au niveau des innovations et des recherches, on constate par exemple quand vous allez dans un magasin, il est compliqué de trouver votre carnation en termes déjà de fond de teint pour les femmes. Sachant que la femme africaine, dans le secteur de la beauté, consomme plus que la femme caucasienne. Alors tout ça, ce sont beaucoup de... Moi, je considère que ce sont des préjugés véhiculés beaucoup par la presse. Parce que si vous comptez, par exemple, l'industrie de la beauté en termes de services, moi, je ne vois pas beaucoup de femmes afrodescendantes dans les saunas, dans les instituts de beauté. Elles achètent les produits, mais elles n'achètent pas les services. Là, les Européennes sont plus efficaces. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, prenons la population africanaire en Afrique du Sud, ou la population portugaise au Mozambique. Est-ce qu'ils ont attendu que les autorités mozambicaines ou sud-africaines organisent l'industrie de la beauté pour eux? Non. Si vous êtes une minorité, c'est à vous de vous organiser. Donc, mais comment s'organiser? Regardez, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre appui sur les modèles déjà existants.
Donc certains s'inspirent exagérément du modèle afro-américain. Moi, je ne le suivrai pas. Je regarderai plutôt le modèle brésilien, qui est largement disponible. Parce que le Brésil, déjà, c'est une société, c'est la seule société au monde où vous avez 50% d'afro-descendants et 50% d'euro-descendants. Alors que les États-Unis, vous êtes toujours dans une situation de minorité. D'accord. Donc le Brésil, et d'ailleurs il y a des répercussions au Portugal, lorsque vous allez dans les supermarchés portugais et que vous allez au rayon beauté, vous avez énormément de produits brésiliens qui s'adressent à tout le monde parce que justement le Brésil a fait ce travail. Et à l'intérieur du Brésil, les afro-descendants, malgré les difficultés civiles, ont réalisé quand même un certain type d'entrepreneuriat effectif pour eux. Donc, retourner sur soi-même, au lieu d'aller chercher... La solution, elle n'est jamais à l'extérieur. Hein. Voilà, si vous vous blessez chez vous, l'automatisme, c'est de chercher un pansement dans votre maison. Ce n'est pas d'aller chercher le voisin. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose en ce qui concerne l'industrie de la beauté en Afrique? Est-ce qu'une forte économie communautaire peut-elle avoir une influence sur les recherches et tendances dans le domaine de la beauté? Moi, je dirais c'est le contraire. Parce que lancer des marques qui ne vont pas se vendre. Parce que j'explique toujours que le plus important dans le lancement d'une marque, c'est le marketing. Et ensuite, la distribution. C'est pas la création du produit. Ça coûte très cher, mais ça coûte plus cher de le marketer et c'est plus compliqué de le distribuer. Et généralement, ce sont les défis auxquels les Africains, qu'ils soient en Europe ou en Afrique, auxquels les Africains sont confrontés de manière quasi régulière. Toutes les marques vont vous dire « je n'arrive pas à convaincre telle enseigne ». C'est normal, vous parlez d'un marché afrodescendant d'à peu près 6 millions de personnes qui représente facilement 54 pays africains plus les Antilles. Ce n'est pas le marché afro-américain où c'est une seule ethnie et ils sont 40 millions. Ce n'est pas le marché afro-brésilien où ils sont 50 millions, mais voilà, c'est 50 millions qui ont la même culture, la même histoire, les mêmes intérêts. Donc c'est très compliqué de dire qu'on va attendre d'avoir des économies fortes liées à cet essor de la beauté pour pouvoir lancer l'innovation. Donc il faut innover d'abord au niveau... C'est pour ça que je parlais de rééducation, pour après lancer des marques. Les entrepreneurs africains sont prêts à innover et à se lancer. Moi, je ne vois pas d'innovation dans le secteur de la beauté. Je vois toujours des gens qui vont à Grasse, à Cologne et puis à Milan faire des marques pour 20-30 000 euros et ne pas savoir quoi en faire après. Moi, c'est ce que je vois tous les jours. Hein. Donc, je ne vois pas où est l'innovation. Après, il y en a quelques-uns qui vont s'aventurer en Afrique et qui vont faire des prix premium là-bas, alors que la dite bourgeoisie en Afrique est complètement occidentalisée. Donc, la dernière des choses, en tout cas en Afrique francophone, parce que l'Afrique anglophone, c'est autre chose. Mais l'Afrique francophone, les gens ne regardent que les crèmes qu'on vend dans le 8e arrondissement parisien. Donc, ça ne les intéresse pas d'acheter des produits chers qui coûteront de toutes les façons moins cher que les produits auxquels ils aspirent. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le problème vient du fait que l'Africain ne consomme pas ce que l'Africain produit? Alors, c'est exactement c'est la même question que tout le monde se pose. Donc, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est devenu assez facile au niveau, on va dire, du processus de créer sa marque, notamment pour tout ce qui concerne cette cosmétique du maquillage. Alors que si vous vous rééduquez pour comprendre quels sont vos enjeux esthétiques, pour reposer vos bases esthétiques, là, subitement, vous allez être intéressant pour tout le monde. Maintenant, c'est un peu comme pour cette histoire de cheveux naturels. C'est si vous attendez que ça se passe en une semaine ou en un an, ça ne va pas se faire. C'est un travail de matraquage. Si ça a pu se faire en Angola, au Nigeria, en Éthiopie, au Kenya, en Zambie, en Ouganda, où c'est devenu naturel pour leur célébrité de mettre en avant et de ne porter quasi exclusivement que des produits africains ou afrodescendants, je ne vois pas pourquoi ce n'est pas possible. Ça a pris du temps, hein. C'est un processus qui a pris 20 ans. Hein. Mais aujourd'hui, c'est devenu la norme. Plus personne n'est épaté avec vos marques venues d'Occident. Au contraire, on vous soupçonne même d'avoir acheté des fausses marques. Vous voyez, donc c'est une question de mentalité. Quand est-ce que les gens vont décider de changer de mentalité et de se mettre à la page? Parce que nous sommes en retard à ce niveau-là, au niveau africain, continental. Continental, c'est-à-dire francophone. La partie francophone, parce que les lusophones ont déjà basculé. Il y a longtemps d'ailleurs. Par le Brésil, ils ont basculé il y a très longtemps. Mais pourquoi est-ce que c'est si lent chez les francophones? Parce que les gens sont têtus, parce que justement, ils n'acceptent pas la critique. Black Therapy, c'est la critique. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous pour qu'on change? Est-ce que vous avez une fierté en termes de réalisation à nous partager, Christelle, en dehors de Black Therapy?
Alors, je suis contente déjà que le sujet de la beauté soit au devant de la scène. Oui. Parce qu'il y a 20 ans, c'était même pas un métier envisageable pour une Africaine comme moi. Dire à mes parents, moi je veux faire maquillage, esthéticienne, masseuse en spa, il était hors de question. Ça a été très difficile de le faire accepter à son entourage. Et aujourd'hui, c'est devenu une carrière qui attire les jeunes, aussi bien les garçons que les filles, et qui est prise à crédit, notamment depuis que l'université d'Harvard a lancé les chiffres, les milliards que générait l'industrie de la beauté. Donc moi, je suis contente d'avoir fait partie de cette génération X, Y, qui a contribué à ce que la beauté soit désormais au devant de la scène et qu'elle soit plurielle. Votre mot de la fin, Christelle? Merci à Business Café. Merci Christelle de nous avoir accordé cette interview. Nous avons été vraiment ravis de vous avoir sur ce plateau. À bientôt sur Business Café. Au revoir.